bienvenue à notre prochain expert. J'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui m'est également très cher parce que tout comme dans Girard, il répond toujours oui aux invitations que nous lui adressons pour partager sa connaissance et son regard éclairé sur le monde de l'assurance et de la réassurance et d'assurance participative dont on parlait ce matin, le Takaful, entre autres. Si Shakib Abouzeid, bienvenue cher ami. Bonjour. Bonjour, alors merci d'être avec nous. Vous êtes au Caire en ce moment? Je suis au Caire et c'est mon jour de congé. Alors, voilà, donc j'ai fait un effort pour être présentable. J'ai bien compris ça et j'apprécie cette disponibilité à un jour de repos et ça va dans le sens de ce que je disais en propos introductif. Alors, je vais vous présenter rapidement parce que votre parcours est à ce point édifiant qu'il faut quand même en parler un moment. Vous êtes totalement un expert en matière de réassurance. Vous avez vraiment fait vos armes dans la réassurance au Moyen-Orient, en Afrique de l'Est évidemment également. Vous avez été directeur régional de Best Re pour le Moyen-Orient et les pays du Golfe, puis membre fondateur et board member de Amen Takaful Insurance. Donc ça c'est l'expertise dont je parlais tout à l'heure. Et vous avez été CEO de Takaful Re également, pour devenir ensuite vice chairman du Global Takaful Group et advisor du CEO de Arabia au passage. Et donc la liste est longue, je vais m'arrêter là, mais ce qui est surtout très important de dire, c'est que vous êtes secrétaire général du General Arab Insurance Federation, qui est une fédération assurantielle pan-arabe dont la vocation est réellement de fédérer, comme son nom le précise évidemment, l'appellation d'une fédération et sa mission, les enjeux, mais aussi les intérêts des assureurs au niveau de la région. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler évidemment de votre perspective d'expert aussi en économie, du contexte macroéconomique de la réassurance mondiale, mais également de l'assurance, avec un focus assurantiel sur le Moyen-Orient, évidemment, qui correspond à la région où vous vous trouvez, MENA, donc Middle East, North Africa, qui est la zone que vous couvrez dans vos expertises et du point de vue de vos fonctions au niveau du Gulf. Et les sujets dont on a pu parler dans la préparation ensemble, et je suis ravi de voir que vous faites vraiment le tour d'horizon de ce qu'on a pu évoquer en propos introductifs aujourd'hui. Les sujets des risques climatiques, les risques systémiques liés évidemment aux risques cyber, aux pandémies avec un focus sur la pandémie de la COVID-19, tout ce qui a comme implication au niveau de la santé évidemment, la protection GAP, avec vraiment une perspective large, mais je vous propose dans un premier temps de faire votre état des lieux comme les autres intervenants qui vous ont précédé en quelques minutes. Donc, nous avons à passer ensemble 16 minutes exactement, avec une possibilité d'un peu de dépassement parce qu'il y a une pause qui est prévue juste après. Et le magnifique thème de votre intervention que nous avons le plaisir de vous présenter, chers auditeurs, Shakib Abouzeid, secrétaire général du GAF, va nous présenter sa problématique du point de vue d'un voyage au cœur des enjeux et transformation de l'assurance et de la réassurance. Bienvenue à vous, cher Shakib. À vous la parole pour un état des lieux de ce qui est nouveau en termes de tendance depuis la transition que nous vivons depuis plus d'une année. Merci à vous. Bonjour Driss, bonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir de participer au webinaire qu'organise Driss et je compte bientôt organiser un webinaire avec Driss. Je vous invite à nous suivre parce qu'on avait organisé un webinaire il y a une année exactement. Je pense qu'on fera encore un webinaire bientôt, le GAFE avec Educatem. Ça nous permettra de faire quelque chose pour les francophones. Absolument, on est à votre disposition. Maintenant, revenons à notre sujet principal. Je crois que la crise du Covid-19, alors déjà pour être clair, et j'ai discuté hier matin avec quelqu'un qui est un expert, c'est une Marocaine qui est expert mondial en matière de santé, et qui m'a dit, mais la crise du Covid, maintenant, elle est derrière nous. Et enfin, on a eu une petite discussion, et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir parler du post-Covid, et je pense qu'il faudra s'en éloigner progressivement, parce qu'aujourd'hui, je pense que tout a été dit pratiquement sur le Covid. Bon, maintenant, moi, je ne vais pas revenir au Covid, sauf pour en tirer quelques conclusions. Alors, juste pour situer ce qu'est l'assurance, ou ce qui est l'assurance, la réassurance dans le monde, il faut se dire que l'assurance, les primes d'assurance représentent quelque chose comme 6,3 trillions de dollars. C'est 7,23% du PIB mondial. Ça vous donne déjà une idée sur l'importance de l'assurance dans le monde. Mais ce qui est plus important au niveau de l'assurance,
c'est l'investissement des assureurs qui, je pense, dépasse de loin les 7,3 trillions de dollars. Et ce qui est plus important pour les assureurs, c'est qu'aujourd'hui, les assureurs sont, je dirais, pratiquement la première ligne dès qu'il s'agit d'un problème. Par exemple, on l'a vu avec la Covid, on l'a vu avec les grandes catastrophes naturelles, on l'a vu avec l'explosion de Beyrouth. Parce que nous, dans le Moyen-Orient, on a eu cette année 2 catastrophes majeures. On a eu, comme tout le monde, la catastrophe du Covid et on a eu la catastrophe du port de Beyrouth qui est quand même 7,5 milliards de dollars, ce qui est quand même pas négligeable. Alors, ça m'emmène à dire qu'au niveau du monde arabe, au niveau du monde d'une manière générale, nous sommes aujourd'hui de plus en plus confrontés aux risques systémiques. Alors, les risques systémiques, les tremblements de terre, les tsunamis, etc., les pandémies, bien sûr, mais aussi nous avons aujourd'hui des risques qui peut-être n'étaient pas, je dirais, bien visibles ou là, qui n'étaient pas prévisibles et que maintenant on voit. On l'a vu avec le port de Beyrouth, on l'a vu avec la pandémie, mais il y a d'autres risques qui vont survenir. Donc, l'assurance, elle est pratiquement, je dirais, en front line, elle est en première ligne avec ces problèmes. Donc, à l'échelle de la région MENA, pour situer un peu, je dirais, les chiffres ou là pour donner les chiffres, l'assurance représente 40 milliards de dollars, c'est-à-dire dans le monde arabe, ce qui est négligeable par rapport à l'assurance dans le monde, par rapport à l'assurance mondiale, et ça représente un très petit pourcentage. Si on ramène l'assurance ou la pénétration de l'assurance dans le monde arabe, nous sommes à moins de 1% en moyenne, mais nous avons des pointes. Nous avons une pointe qui est le Maroc à 3,56%, et il y a le Liban qui est à 2%. Sinon, les autres pays, ce sont des pays qui se situent soit moins de 1% pour les pays non pétroliers, soit un peu plus de 1% pour les pays pétroliers. Mais pour les pays pétroliers, ça s'explique par le fait qu'ils ont des PIB qui sont très, très énormes. Et donc, quel que soit le chiffre que vous faites en assurance, ça paraît petit. Alors, bien sûr, nous faisons face au même problème que les grands assureurs mondiaux. Nous faisons face au même problème que les assureurs mondiaux, mais nous avons des problématiques qui sont plus ou moins spécifiques. Et je pense que l'une des problématiques auxquelles nous faisons face, c'est justement ce qu'on appelle la protection gap ou le gap de protection. Ce matin, Bachir Badou parlait justement de ce que se fait au Maroc, etc., au niveau de l'inclusion financière, au niveau des catastrophes naturelles, etc. Et juste pour vous donner une idée, même à l'échelle mondiale, par rapport aux sinistres qui ont eu lieu catastrophiques ou les sinistres qui ont été le fait de l'homme en 2020, sur 220 milliards de dollars de sinistres, seulement 34% étaient couverts par l'assurance et le reste n'était pas couvert. Malheureusement, dans les pays du tiers-monde, ce pourcentage, je dirais, de gap, ou là, je ne sais pas comment on appelait ça, plus que gap, cette fissure entre ce qui est assuré ou ce qui n'est pas assuré, elle est énorme. Alors, maintenant, je pense que, bon, j'en ai fini avec cette présentation pour ce qui se passe à l'échelle mondiale. Je voudrais commencer par répondre un peu aux questions que m'a posé Driss. Et la première question, c'est la question des enjeux auxquels font face les assureurs, les réassureurs à l'échelle mondiale et à l'échelle du monde arabe. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, le plus grand enjeu, à mon avis, c'est l'augmentation des risques difficilement maîtrisables ou difficilement assurables. Donc, ce que je disais tout à l'heure sur la protection gap, et quand je dis protection gap, automatiquement la question qui se pose, l'inclusion financière. Je crois que Bachir Badou, il a parlé notamment des initiatives à l'échelle du Maroc, ce qui est quand même important. Aujourd'hui, nous avons, quand on parle des catastrophes naturelles, nous avons un élément aggravant qui est le changement climatique. Et le changement climatique, c'est quelque chose dont on commence à voir les effets. Aujourd'hui, on a vu, Sigma a publié il y a 2 semaines, 3 semaines, je crois, elle a publié justement son rapport sur les catastrophes naturelles. Sigma de Swiss Re, Munich Re a publié aussi. Et on se rend compte que, on a une plus grande fréquence des sinistres,
Deux, on a une plus grande sévérité, même si 2020 a été une année relativement bonne, entre guillemets, mais on a de plus en plus. À l'échelle de notre région, nous, on a eu une catastrophe en 2020 qui a été le port de Beyrouth, l'explosion du port de Beyrouth. En 2008, on avait eu le tsunami qui avait touché les côtes de la péninsule arabique, donc les côtes est de la péninsule arabique, c'est le sinistre de Gounou. Puis on a eu un sinistre, enfin un gros sinistre aussi, ou une grosse catastrophe il y a 3 ans, si je me souviens, qui avait touché Oman, etc. Donc maintenant, on voit les effets du changement climatique. À telle enseigne qu'aujourd'hui, les gens qui font les modèles pour la prévision des catastrophes naturelles intègrent de plus en plus les catastrophes naturelles. Parce que, comme je disais, le changement climatique, c'est quelque chose qui est devenu une vraie problématique et une véritable urgence. Alors, je donne un exemple. Une des choses qui m'ont fait un peu tiquer en tant que Marocain, c'est que la ville de Casablanca est une ville qui est exposée à un sinistre de 1 milliard de dollars parce qu'il y a une montée du niveau d'eau et qu'il y a la possibilité de la montée d'eau à cause de la fonte des neiges dans le pôle Nord. Et en plus de ça, il y a aussi un risque de tsunami. Moi, quand les gens de RMS m'ont dit Casablanca, sincèrement, j'ai un peu tiqué parce que on se sent un peu touché par ce qui nous est très proche. Donc, alors, dans le monde arabe, comme je disais, donc on a un certain nombre de facteurs ou un certain nombre d'événements catastrophiques et ces événements-là posent de réels problèmes. Alors, la cybercriminalité, comme disait Bachir Bedou tout à l'heure, c'est quelque chose, maintenant, nous, on commence à voir ça de façon très récurrente dans notre région. Il y a de plus en plus. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'étais de passage au Qatar et le jour même, la presse a publié des articles et notamment la liste de gens, c'est-à-dire c'est une liste qui est supposée être confidentielle et qui était supposée, qui est vraiment qui relève du secret bancaire, qui avait été divulguée à la presse. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit malin qui s'est amusé à faire une cyberattaque, etc., etc. Déjà, nous, au niveau du GAFE, on a été l'objet de cyberattaques. Bon, heureusement qu'à notre niveau, on n'a pas des informations super sensibles. Donc, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Mais on voit ici ou là nos amis qui se font attaquer, qui se font hacker leur smartphone, etc. Donc, aujourd'hui, la cybercriminalité, le cyberterrorisme, c'est quelque chose de sérieux. Alors, dans la région du Moyen-Orient, malheureusement, on ajoute à ça le risque politique. Nous sommes dans une zone où il y a beaucoup d'instabilité. Nous avons de l'instabilité au Yémen, nous avons de l'instabilité en Libye, en Syrie, en Irak. On a aussi un problème maintenant avec le Liban, avec des risques quand même politiques, ou un risque politique qui est quand même relativement élevé. Donc, nous sommes dans une zone. Donc, nous, en tant qu'assureurs, qu'est-ce qu'on assure? On assure à peu près tout ça. La Covid, on ne l'assure pas en tant que telle. Alors, je voudrais juste ouvrir une parenthèse, et ce que disait Bachir ce matin était très important. Est-ce que la Covid est un risque assurable? Alors, moi, je vais vous dire tout de suite la conclusion qui a été tirée par la commission que Bruno Le Maire, le ministre français, avait constituée pour justement voir la possibilité comment dirais-je, d'offrir une espèce, je dirais, d'assurance comme pour les catastrophes naturelles en France. Ils ont réfléchi avec la Fédération des compagnies d'assurance en France, et si j'ai bien compris, ils ne sont pas encore arrivés à une conclusion pour une raison très simple. Ce que disait Jacques Attali il y a 2 semaines dans le rendez-vous de l'assurance à Casablanca, il disait, en fait, la pandémie étant généralisée et que tous les pays sont touchés, des millions de gens sont touchés, et on a dépassé les 3 millions de morts, en fait, ça devient inassurable. Ça devient inassurable parce qu'il n'y a plus de mutualisation. À la base de l'assurance, il y a la mutualisation. Aujourd'hui, avec la Covid, la mutualisation, ça devient très difficile. Et puis, on ne connaît pas la portée de cette crise. Hein. Beaucoup de personnes se sont évertuées à dire au début, on vous parlera de l'après-crise, alors qu'on ne sait pas quand elle se termine. Une nouvelle vague est en train d'arriver avec des mutations du virus. On peut assurer ce qu'on peut prévoir, mais ce qu'on ne peut pas prévoir. Alors, ça, c'est un grand débat. Mais je pense que la vaccination, elle va aller, je crois, sur l'année 2021-2022, elle va aller relativement vite. AstraZeneca avait dit, ou a dit hier, comme quoi ils étaient ils avaient la capacité de produire 250 millions de vaccins. Je reste optimiste. Bien sûr, il y a le problème du tiers-monde. C'est-à-dire aujourd'hui, certains pays, je dirais, émergents ont pu se payer quand même quelques millions de vaccins, comme le Maroc, qui fait très, très bien en matière de vaccination.
Mais d'autres pays que je ne nommerai pas n'ont même pas commencé, à peine s'ils ont eu 150 000, 200 000, 300 000 vaccins, ce qui est peanuts par rapport à la situation générale. Je sais qu'il y a un fonds de l'OMS, il y a un fonds pour faire ça. Alors, maintenant, pour revenir, juste, je voulais faire une parenthèse. Tout à l'heure, Rizal Miko parlait justement de la perte d'exploitation, etc. Et moi, je fais partie des gens qui ont dit dès le départ aux assureurs, quand on a eu cette crise, attention, ne vous mettez pas à payer des sinistres sans vous poser la question, est-ce que c'est couvert ou pas couvert? Effectivement, comme l'a montré justement le jugement britannique, dans certaines polices, il n'y avait pas de doute, le risque perte d'exploitation était couvert et il fallait, d'une manière ou d'une autre, il faut passer à la caisse. Il ne faut pas faire de la démagogie. Moi, je suis du côté des assureurs, mais je pense que aussi, même pour ce qui est des consommateurs, si les polices ne sont pas claires, si le risque pandémique n'est pas très, très clair dans les polices, et dans les polices LM7 que nous utilisons, qui sont des polices du marché de Londres, c'est pas, pour moi, c'est totalement exclu. Donc, je dis, il ne faut pas croire qu'une PME, que toutes les entreprises vont aller frapper aux portes des assureurs et ils vont se mettre à leur donner du risque pandémique facilement. Ce n'est pas évident du tout. Même s'il y a, bon, même bien sûr, il y a ce que disait votre interlocuteur de Londres qui disait, bon, c'est la possibilité ou l'impossibilité d'accès aux premises, je dirais, au lieu de travail, etc. Moi, je pense que c'est quelque chose de pas évident du tout. Ça peut se faire au niveau des grands hôtels, des grandes chaînes, et je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, les réassureurs, les assureurs doivent faire très, très, très attention avant de donner des couvertures comme ça. Excellent. Parce qu'on ne peut pas les modéliser. Le problème aujourd'hui, même pour RMS ou pour les gens qui font des modèles, c'est la modélisation des risques systémiques n'est pas évidente. Les modèles ne sont pas, je dirais, des Excel sheets où on dit où tout est parfait. Enfin, sur papier, oui, ça peut être parfait, mais la réalité est différente. Les risques systémiques sont interconnectés entre eux également. Donc, il y a aussi un effet de chaîne, on peut imaginer, qui fait que le risque systémique n'habite pas seul dans son environnement. Enfin, il cohabite avec d'autres risques et il s'aggrave les uns les autres. On a eu un risque systémique qui était le risque de la pandémie. Et donc, ce qui fait que des gens ont été, parce que la pandémie, elle a touché les gens d'abord au niveau de l'assurance santé, elle les a touchés au niveau de l'assurance vie. Mais le plus, je dirais, le plus coûteux, c'était ni la vie, ni encore moins la santé. Ce qui était plus coûteux, c'est justement la perte d'exploitation. Et on n'en voit pas encore vraiment la fin ou le bout du tunnel. Alors Jackie, vous avez dit dans votre propos introductif que les primes d'assurance émises à l'échelle mondiale sont de 7,3%, pardon, 7,3 trillions de dollars, avec globalement 7,3% du PIB à l'échelle mondiale. 6,27. C'est ça, donc merci de me corriger. Donc, les pays les plus développés au niveau de l'OCDE, on parle de 9%, un peu plus de 9%. Les pays du Golfe sont peut-être une exception à la règle parce que la proportion entre le niveau de prime émise et les activités économiques est totalement différente, mais enfin différente des normes connues. Mais généralement, dans les pays émergents, les pays en voie de développement, on va varier entre 2 à 3, 3,5%. C'est la norme qu'on peut retrouver. Bon, maintenant, si on monte d'un cran un peu plus haut, avec une baisse des taux d'intérêt, qui n'est pas forcément favorable au placement des compagnies d'assurance, avec toutes les tensions qu'on trouve sur les économies, on a cité ce matin que d'après les chiffres du dernier World Economic Forum, les stimulus économiques mis en œuvre par les États à travers le monde, maintenant on a le chiffre d'assurance, donc c'est le double. On parle de 13 trilliards de dollars à peu près, un peu moins du double de ce que vous avez cité comme étant les activités assurantielles à l'échelle planétaire. Mais finalement, on parle d'enjeux économiques pour les clients des assurances, on parle d'enjeux économiques pour les compagnies, mais au cœur de tout ça et au-dessus de tout ça, il y a la réassurance mondiale, il y a le sujet de la matière assurable et des limites des frontières de l'assurance, on va dire, de ce qui est assurable, de ce qui n'est pas. Et des modèles de calcul actuariel dont vous avez parlé avec ce fameux protection gap qui est une évidence aujourd'hui et qui se révèle à l'échelle planétaire. Mais quelle est la situation en termes de perspective pour ce secteur de l'assurance mondiale et de la réassurance? On s'attend à quoi en termes de comportement des marchés notamment et d'impact sur la rentabilité et surtout notamment avec une nouvelle réglementation prudentielle en matière de ratio de solvabilité, de fonds propres et d'activités de risque basées, enfin de gestion des risques, la solvabilité pardon, basée sur les risques.
Qu'est-ce qu'on peut imaginer? On sait que c'est Alors, consommateur de ressources, donc est-ce que les compagnies et les réassureurs mondiaux vont bien se porter dans les mois à venir ou auront des alors, difficultés financières bah, aussi? je vous rassure tout de suite, la réassurance mondiale, elle a 140 ans. Hein. Ce n'est pas une crise comme la Covid qui va, comment dirais-je, l'empêcher de fonctionner. D'autant plus que je pense que la solidité, la solvabilité des grands réassureurs mondiaux, elle ne fait aucun doute. C'est-à-dire, ils ont passé tous les stress tests possibles et imaginables. Ils sont prêts à l'IFRS 17, même si ça a été reporté d'un an ou 2 ans, etc. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de souci majeur. Je pense, vous avez raison de souligner qu'il y a un souci avec les taux d'intérêt. Sauf que moi, je dis, tout le monde se dit que la réassurance, d'abord, c'est une activité, je dirais, d'assurance. C'est une activité technique. Donc, pendant longtemps, quand les taux d'intérêt, quand l'inflation était élevée, donc les taux d'intérêt étaient élevés, dans les années, je dirais, il y a 15-20 ans ou un peu plus, bah, les assureurs pouvaient faire des pertes techniques et se rattraper sur les profits financiers. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le monde a changé. Donc, moi, les taux d'intérêt, alors, on peut les prendre comme quelque chose de négatif. Oui, sur le court terme, c'est négatif. Ça ne permet pas aux assureurs ou de réassureurs de faire des returns on equity qui dépassent les 10%. Mais ils ont fait du 10%, plus de 10%, ils ont fait même du 14% pour certains d'entre eux. Mais globalement, même la crise du Covid, même avec la perte des Lloyds, même avec les pertes qu'on a vues ici ou là, la réassurance mondiale, elle se porte très, très bien. Par contre, le point positif, parce qu'à chaque, comment on dit, à chaque malheur, quelque chose est bon, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le retour aux règles de base, le retour à l'assurance. C'est back to basics. Ça veut dire que les gens, aujourd'hui, les souscripteurs, sont tenus de souscrire des affaires qui rapportent. Et ça, on l'a vu. Ça fait 23 trimestres que les taux de réassurance à l'échelle mondiale, quand on dit à l'échelle mondiale, c'est essentiellement l'Amérique du Nord, c'est essentiellement l'Europe et les pays d'Asie les plus développés, où on voit une augmentation des taux d'intérêt. Bon, il y a eu un rapport de Marsh McLennan qui est sorti, je crois, il y a de ça 6 mois, 7 mois, ou un peu moins de 6 en novembre, décembre, qui parlait de 21 mois. Maintenant, nous sommes au 23e, de 21 trimestres. Maintenant, nous sommes au 23e trimestre et il y a une hausse continue des taux. Ça veut dire que ce retour, je dirais, à la souscription de base, un retour au principe de base, à la profitabilité technique, c'est quelque chose qui est très positif. Maintenant, bien sûr, il y a la réassurance financière qui aujourd'hui représente, bon an, mal an, quelque chose comme 700-800 milliards de dollars, qui est quand même un acteur important aujourd'hui dans la réassurance. Et maintenant, et c'est une évolution qui, à mon avis, qui va continuer. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas assurer San Francisco pour le tremblement de terre s'il n'y a pas la réassurance financière. La CCR en France, par exemple, quand elle assure le risque catastrophe naturelle en France, elle est obligée d'acheter de la réassurance financière et ça va continuer. Même à l'échelle du Maroc, moi je sais que les Marocains pensent acheter de la réassurance financière pour les catastrophes naturelles. Donc je pense que l'évolution de la réassurance à l'échelle mondiale, elle va continuer. Maintenant, moi je suis obligé de parler de ma région. Je suis obligé de parler de ma région et pour dire qu'à l'échelle de notre région, en fait, on a deux situations. On a une situation qui est bonne, relativement bonne, c'est les réassureurs qui sont des réassureurs nationaux. La SCR Maroc, la CCR Alger, la Tunis Ray, Saoudi Ray, Kuwait Ray, ça, ce sont des réassureurs qui se portent bien. Mais entre-temps, on a eu des réassureurs qui sont retirés du marché pour une raison un peu non autre. Donc, dans la dernière est Arik. Donc, la réassurance arabe, et donc moi, comment dire, je dirais, l'élève, et en même temps, je me veux un des défenseurs. On se rend compte qu'on a une espèce de reflux, une espèce de recul de la réassurance arabe, ce qui me fait un peu mal au cœur. Mais est-ce que c'est une situation qui est transitoire? Est-ce que c'est une situation qui est définitive? Certainement pas, parce qu'on aura besoin de la réassurance. Maintenant, si je prends à titre d'exemple, le DAFC aujourd'hui fait un excellent travail au niveau de Dubaï. Il y a beaucoup de réassureurs mondiaux et ça peut susciter des vocations où des investisseurs peuvent s'installer au niveau de DAFC, comme Casablanca Finance City. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de réassureurs au niveau de Casablanca Finance City, mais moi, j'ai grand espoir qu'à l'avenir, on puisse avoir des réassureurs. Donc, bon an, mal an,
la réassurance à l'échelle mondiale, elle se porte bien. À l'échelle de notre région, elle se porte un peu moins bien. J'ai été un peu trop long, Pas peut-être, du tout. Abdelaziz. J'ai volontairement, sachant la richesse de vos propos, donné un peu plus de temps. Donc, on avait un temps de pause. Alors, il y a un point, il y a quelque chose dont je veux parler parce que c'est quelque chose de très important. Vous vous rappelez qu'il y a 4 semaines, 3, 4 semaines, on a eu le problème du blocage du canal de Suez. Exact. Et nous, on a fait très vite au niveau du GAFE, on a réagi, on a publié un dossier spécial sur la question. Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, ce navire, cette cathédrale, parce qu'on les appelle les cathédrales maintenant, les porte-containers, qui a bloqué le canal de Suez, il a provoqué pendant 6 jours le blocage de 12 à 14% du commerce mondial. Parce qu'avec maintenant les chaînes, comment on les appelle maintenant, non, les supply chains, donc les chaînes De distribution. de distribution, il y a eu un vrai problème, il y a eu un début de panique. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas, comment dirais-je, ça n'a pas dépassé les 6 jours, mais ça vous montre qu'aujourd'hui, on a eu au niveau du canal de Suez, on a eu un risque que moi je qualifie de systémique. Bon, on peut broder là-dessus ce que c'est systémique mais pas systémique, mais quand vous bloquez 12 à 14% du commerce mondial, ça devient systémique. Et ça a des conséquences incroyables. C'est-à-dire les microprocesseurs qui viennent du sud-est asiatique, qui vont aller en Europe ou à Tanger-Med, etc., pour les voitures, pour ceci, pour cela, pour les ordinateurs, d'un seul coup, on ne les recevait plus. Je donne un exemple, mais il y a beaucoup d'autres produits qui passent par le canal de Suez. Et ça nous emmène à réfléchir sur, les risques systémiques et la possibilité de voir émerger de nouveaux risques systémiques. C'est la possibilité de voir des sinistres énormes. On l'a vu quand il y a eu l'attentat terroriste du World Trade Center. On a vu les risques systémiques qu'a représenté la Covid. On l'a vu avec le canal de Suez. Et je pense qu'avec le gigantisme, on aura encore de plus en plus, on aura une plus grande fréquence et on aura une plus grande sévérité. Ceci nous emmène à réfléchir, à réduire un peu. Et je dirais, je pense que il faudrait, et les assureurs font ça très très bien aussi. Aujourd'hui, les grandes compagnies d'assurance, maintenant, s'intéressent beaucoup aux risques climatiques parce qu'ils savent que beaucoup de choses vont arriver à cause du risque climatique. Et j'ai lu dans la presse AXA, il y a 3 semaines, a refusé de renouveler le contrat d'un de ses principaux clients parce qu'il n'avait pas réussi à réduire ses émissions de CO2. Quand vous avez des compagnies internationales, de grandes compagnies qui ont une envergure et qui ont quand même, je dirais, leur poids sur la scène mondiale qui font ça, ça veut dire que les assureurs jouent un rôle qui est plus responsable. Parfait. Et je vous propose, très cher Shakib, merci infiniment pour ce tour d'horizon d'abord mondial de l'assurance et la réassurance mondiale, mais avec un focus sur le Moyen-Orient, le Maghreb et l'Afrique du Nord, évidemment, avec des informations importantes qui nous permettent de comprendre à quel point la notion de risque systémique est quelque chose qui est permanent dans nos économies, dans nos sociétés, que de nouveaux risques systémiques apparaissent en permanence et que le rôle de la réassurance mondiale et de l'assurance mondiale et nationale dans chaque pays, c'est bien de pouvoir accompagner dans la mesure de ce qui est assurable d'abord l'analyse des risques en amont, puis ensuite la mise en place des tarifications, si on peut aller un peu dans le détail technique, appropriées suite à des études actuarielles lorsque cela est possible, pour permettre de rendre l'assurance accessible également. Mais globalement, une prise de conscience que sans l'assurance et la réassurance mondiale, les grandes crises que nous traversons et traverserons encore, qu'elles soient systémiques ou qu'elles soient nationales ou régionales, on a parlé de risques politiques évidemment, seront toujours des problématiques avec lesquelles nous devons composer. Si elles ne sont pas assurées, eh bien, elles sont impactantes évidemment directement sur la continuité même des activités. L'exemple donné par rapport au blocage au niveau du canal de Suez qui a engendrer une baisse d'activité du commerce mondial et bloquer plutôt 12 à 14% des flux de marchandises à travers la planète pendant quand même quelques temps importants, nous met à l'évidence dans l'analyse que sans assurance, il ne peut y avoir d'échange, il ne peut y avoir d'activité économique. Et la bonne nouvelle, c'est que les assureurs sont financièrement à l'échelle mondiale suffisamment solides pour
accuser le choc de crise qui finalement, à l'échelle de leur histoire, et notamment dans l'exemple de la réassurance qui a 140 ans d'histoire, accuser le choc qui finalement n'est qu'un choc beaucoup plus passager et conjoncturel, si on peut l'imaginer, en tout cas le souhaiter, que structurel. Je vous souhaite une bonne continuation pour notre prochain panel. Je veux remercier à nouveau aussi Shakib Abouzei, secrétaire général du GAIF, pour ses éclairages. Merci beaucoup pour ce partage généreux et très pédagogue comme d'habitude. Et on se dit à très bientôt pour un webinaire avec le GAIF, cher Shakib, je le souhaite en tout cas. Si tu permets, Driss, juste une petite conclusion. Je pense que les assureurs doivent passer d'une approche corporate à une approche qui est plus ESG. Ça veut dire environnement, social et gouvernance. Parfait. J'en arrête là. Merci pour ce mot de la fin sur la RSE, qui est un sujet qu'on a beaucoup traité jusque-là. À très vite, cher Shakib. Merci encore d'être venu, cher ami.